savoir calculer des primitives et des intégrales est nécessaire dans toutes les disciplines scientifiques, la chimie, la physique, les sciences industrielles et bien entendu les mathématiques. Donc cette séance de cours a simplement pour but de refaire ce que vous avez vu en terminale, ou pour faire ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce cours durant le confinement, voir ce qui est nécessaire pour pouvoir aborder justement les matières scientifiques dans de bonnes conditions. Donc on va faire essentiellement ce travail pendant les vacances et on verra que l'intégration sera reprise dans le courant de l'année, alors assez rapidement après les vacances d'automne, mais aussi au début du printemps, lorsqu'on va construire l'intégrale de Riemann. L'objectif ici de ce cours, c'est juste être sensibilisé à la définition d'une primitive, à être capable de calculer des primitives et voir le lien entre le calcul de primitives et le calcul d'intégrale. Donc déjà les prérequis pour ce cours, c'est déjà savoir calculer les dérivées des fonctions usuelles. Donc elles sont toutes rappelées dans la figure qui est jointe au cours que je vous ai envoyé par mail. Et également maîtriser les opérations sur les fonctions dérivables. Là encore une fois, je vous ai rappelé ça dans le cours que je vous ai envoyé. Un autre prérequis important est de connaître ce résultat. Donc on vous donne ici un intervalle de R, I, et une fonction dérivable sur I. Savoir qu'une fonction est, si f est dérivable sur cet intervalle, savoir que cette fonction est constante sur l'intervalle I, si et seulement si sa dérivée y est identiquement nulle. Alors, vous n'avez pas forcément été toujours sensibilisé à certaines hypothèses qui sont pourtant absolument nécessaires à l'utilisation de ce théorème. Par exemple, le fait que I soit un intervalle. Alors, je vais vous montrer que si I n'est pas un intervalle, alors on peut parfaitement trouver des fonctions qui ont une dérivée nulle sur leur ensemble de définitions, alors qu'elles n'y sont pas constantes. Donc, on verra d'autres exemples à la rentrée, lorsqu'on travaillera avec les fonctions usuelles de cette situation, avec des exemples peut-être un peu moins grossiers que l'exemple que je vais vous proposer. Donc je vais définir une fonction sur un ensemble qui n'est pas un intervalle, donc je vais prendre la réunion de deux intervalles disjoints, la réunion de l'intervalle 0, 1 et de l'intervalle 4, 5, fonction qui va être à valeur dans R, et qui a tout élément de cet ensemble à ceci. Eh bien, 1 si x appartient à l'intervalle 0, 1, et on va dire 2 si x appartient à l'intervalle ouvert 4, 5. Je considère cette fonction. Alors, on sait qu'une fonction est dérivable si et seulement si elle est dérivable en tout point de son ensemble de définition. Ici, la réunion de ces deux intervalles. Donc, on récupère sans aucun problème, puisque cette fonction est constante sur ces deux intervalles, que f est parfaitement dérivable sur l'intervalle 0,1 et également sur l'intervalle 4, 5. Donc, elle est dérivable, puisque ces intervalles n'ont aucun point en commun, on n'aura pas de recollement à faire. Elle est dérivable sur l'intervalle 0,1, union 4, 5. Voilà ce qu'on peut dire. Et on peut calculer sa dérivée. Je peux indiquer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, on dérive une fonction qui est constante. Donc là, c'est pas très difficile de voir que sa dérivée va être nulle. Effectivement, la pente entre deux points de cet intervalle est systématiquement nulle, donc la limite des pentes sera automatiquement nulle. On peut également dire que quel que soit x appartient à l'intervalle 4, 5, et pour les mêmes raisons, la dérivée de f est nulle. Ce qui veut donc dire que la fonction dérivée est nulle sur cette réunion. Donc f' est nulle sur l'union de ces deux intervalles. Alors, et pourtant, malgré que la dérivée soit nulle, on note que la fonction n'est pas constante, puisqu'on peut noter par exemple que f de 1,5 va être différent par exemple de f de 9,5, puisque lui vaudra 1, alors que l'image de 9,5 va être égale à 2. Donc malgré que la dérivée soit nulle sur cet ensemble, la fonction n'y est pas constante. Tout simplement parce que l'ensemble de définition de f ici n'est pas un intervalle. Donc il faudra absolument être vigilant dans toute la suite, à bien travailler sur un intervalle,
Cette hypothèse d'intervalle est une hypothèse qui est nécessaire dans la plupart des résultats de la dérivation, donc dans la plupart des résultats de l'intégration. La première définition de ce cours, qui va être centrale, porte sur la notion de primitive. Donc la première partie, la première section du cours sera le calcul des primitives. Pour pouvoir calculer des primitives, il faut déjà savoir ce qu'on appelle par une primitive d'une fonction. Donc encore une fois, on retrouve notre hypothèse centrale. Si i est un intervalle de R et f est une fonction définie sur i à valeur dans R, on appelle primitive de f sur u toute fonction définie sur i à valeur dans R dont la dérivée est égale à f. Donc une primitive, c'est une fonction dont la dérivée est égale à f. Alors on va pouvoir traiter quelques exemples, voir des exemples de calcul des primitives. Et on va voir que dans ces premiers exemples, il suffit simplement de lire le tableau des dérivées, mais dans l'autre sens. Donc par exemple, je vais dire qu'une primitive. Alors on comprendra pourquoi on dit une primitive et pas la primitive. Il s'agit d'une primitive. Une primitive de la fonction qui a x associe sinus x est toute fonction dont la dérivée sera égale à la fonction sinus. Donc est, par exemple, eh bien, la fonction qui a x associe moins cosinus x, puisqu'on sait qu'en dérivant la fonction cosinus, on obtient moins sinus. Donc pour avoir une primitive de sinus, il suffit de prendre l'opposé de la fonction cosinus. On peut noter effectivement qu'il s'agit bien d'une primitive de la fonction, puisque si vous rajoutez une constante d'intégration, on appelle ça comme ça, une constante réelle, donc un nombre qui ne dépend pas de x, vous récupérez une autre primitive, et même une infinité de primitives de la fonction sinus. Donc on voit a priori qu'une fonction, la fonction sinus, admet donc, s'il en existe une infinité de primitives. Alors donnons un autre exemple, un peu plus évolué. Donc on va chercher une primitive de la fonction qui a x associe, par exemple, x exponentielle x plus exponentielle x. Alors on voit en regardant le tableau des dérivées usuelles que cette dérivée-là, enfin cette expression-là ressemble un peu à la dérivée d'un produit, et même c'est carrément la dérivée d'un produit, où v va jouer le rôle de la fonction exponentielle et u va jouer le rôle de la fonction x. Donc on voit que pour déterminer une primitive de cette fonction-là, il suffit de regarder le tableau des dérivées, mais il s'agit de le regarder à l'envers. À une dérivée, être capable d'associer une fonction, puisqu'une primitive est une fonction dont la dérivée est égale à la fonction dont on cherche la primitive. Donc on peut bien dire qu'une primitive de cette fonction-là est la fonction qui a x associe x fois exponentielle x. Simplement, quand on dérive cette fonction, on constate qu'en dérivant le produit, on va récupérer x fois la dérivée d'exponentielle, donc l'exponentielle, plus la dérivée de x fois exponentielle, on récupère bien cette relation-là. Donc la fonction qu'on vient de donner ici est bien une primitive de cette fonction. On constate qu'en ajoutant c, on obtient une autre primitive, même une infinité de primitives de cette fonction-là. Donc a priori, on vient de trouver une infinité de primitives pour cette fonction. Allez, on en donne une dernière, une primitive de, par exemple, prenons la fonction qui a x associe x exponentielle de x carré. Alors là, on voit qu'en regardant le tableau de nos dérivées usuelles, qu'on est face à une situation de ce type-là. Alors, pas tout à fait, mais presque, puisque là, on voit que on récupère exponentielle de u de x, et là, on n'est pas très loin d'avoir la dérivée de la fonction qui est dans l'exponentielle. Donc, si cette fonction-là, on la réécrit plutôt sous la forme 1 demi de 2x fois exponentielle de x carré, on récupère qu'une primitive de cette fonction, donc la fonction qui a x associe 1 demi de exponentielle x carré est une primitive de la fonction qui a x associe x exponentielle de x carré.
En effet, quand on dérive cette fonction, donc ceci est un terme réel, donc la dérivée de alpha fois f, c'est alpha fois la dérivée de f. Ici, on dérive une composée, et la dérivée de cette composée, c'est la dérivée d'exponentielle appliquée sur x carré fois la dérivée de x carré. Donc la dérivée de cette fonction, c'est 1 demi de 2x exponentielle x carré. C'est donc bien la fonction qu'on avait prise au départ. Si vous rajoutez une constante c qui ne dépend pas de x, vous récupérez une infinité de primitives pour la fonction de départ. Donc là, on a été capable, pour les fonctions qu'on se donnait, de récupérer une primitive de cette fonction, et on a vu qu'il en existait, à partir du moment où on en a une infinité. Alors on va essayer de démontrer le résultat associé, c'est-à-dire quand on sait qu'il existe une primitive pour une fonction, combien il y en a, et est-ce qu'on est capable de toutes les déterminer à partir d'une des primitives de cette fonction. Donc ça va être l'objet de la proposition suivante. La proposition 3 dit que si I est un intervalle de R et F une application définie sur I à valeur dans R, si on a deux primitives d'une même fonction, de cette fonction F, alors ces primitives, on dit, sont égales à une constante près. Alors ça signifie plus précisément qu'on pourra trouver une constante C, donc un nombre réel, indépendant de la variable avec laquelle on équipe les expressions, bien entendu. Donc il existera un nombre réel tel que φ1 est égal à φ2 plus C, où φ1 et φ2 désignent deux primitives de f sur i. C'est-à-dire, autrement dit, que φ1 de x est égal à φ2 de x plus C pour tout x appartenant à i. Donc on note bien ici que le C qui est là, il est évidemment, c'est une constante. Ce C là, il doit être évidemment indépendant de x. Donc ça c'est évidemment très important. Donc ce C, il est évidemment indépendant de x. Bon alors, passons à la démonstration de ce résultat. Donc on va être amené à utiliser la définition d'une primitive. Donc la démonstration. Alors on va se donner évidemment deux primitives, on va les appeler φ1 et φ2 comme l'indique notre énoncé, la proposition 3, et on aimerait montrer que ces deux fonctions sont égales à une constante près. Ce qui autrement dit signifie que la différence est constante. Eh bien, on va simplement montrer ce fait, on va déjà dire que φ1 moins φ2 est une fonction qui est bien définie sur i à valeur dans R, φ1 moins φ2 est une fonction qui est clairement dérivable sur i, puisqu'il s'agit de la différence de deux fonctions dérivables, ou une combinaison linéaire de fonctions dérivables, et i est un intervalle. Rappelez-vous, c'est l'hypothèse que l'on doit vérifier dès qu'on travaille avec de l'intégration ou avec de la dérivation. Donc comme i est un intervalle et que par ailleurs la dérivée de cette fonction-là, étant la dérivée d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des dérivées, c'est-à-dire c'est la dérivée de φ1 moins la dérivée de φ2, c'est-à-dire la fonction f moins la fonction f, c'est-à-dire la fonction nulle. Donc comme on travaille sur i, un intervalle, et qu'on vient de démontrer que la dérivée de cette fonction est nulle, on en déduit donc que la fonction φ1 moins φ2 est constante sur l'intervalle i. C'était ce qu'il fallait démontrer, puisque φ1 moins φ2 constante sur i signifie, en d'autres termes, qu'il existe un nombre c réel, tel que j'ai cette relation qui est vraie pour tout x appartenant à i. Donc on vient bien de démontrer que si on a deux primitives pour une fonction constante, pour une fonction donnée, elles sont forcément égales à une constante près. Deux conséquences de ce résultat, donc on vient de démontrer que si une fonction définie sur un i à valeur dans R, avec i un intervalle, là encore on y reviendra, donc si une fonction définie sur un intervalle de R à valeur dans R a une primitive, donc a une primitive, alors on vient de démontrer qu'elle en a nécessairement une infinité. On ne dira jamais la primitive d'une fonction, on dira toujours une primitive pour une fonction, sauf si on a une valeur d'annulation pour cette fonction, mais ça j'y reviendrai. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on va citer quelque chose d'un peu plus précis.
Si f est une application définie sur i à valeur dans R, et si i est un intervalle, alors, je vais tout de suite dire que si phi est une primitive de f, alors l'ensemble des primitives de f, les primitives de f, sont toutes de la forme, on est toutes capables de les déterminer, sont toutes de la forme, et bien simplement phi plus c, où c est une constante réelle. Ou alors, si vous préférez, elles sont de la forme x à ceci, notation pour les fonctions, phi de x plus c, où c est une constante réelle. Donc le théorème précédent nous permet de dire que comme deux constantes sont égales à une constante près, eh bien, étant donné une primitive pour une fonction, si cette primitive existe, eh bien, toutes les primitives de cette fonction s'écriront sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'elles sont toutes égales à une constante d'intégration près. Donc, sous réserve d'existence, bien entendu, si on a une primitive pour une fonction, on en a nécessairement une infinité, elles auront toutes cette nature-là. Donc la dernière chose qui nous reste évidemment à établir, c'est un résultat d'existence. Trouver des conditions suffisantes pour qu'une fonction possède des primitives. Il nous manquait un résultat d'existence pour pouvoir continuer sereinement le cours. Ce théorème, le voici. Si on se donne un intervalle de R et une fonction continue sur cet intervalle, eh bien cette fonction admet nécessairement au moins une primitive sur cet intervalle. Donc ce qu'on va pouvoir résumer en disant toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. Donc, toute fonction continue, donc la continuité s'avère être la condition suffisante que l'on cherchait. Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. Et je dis bien des primitives, puisqu'on sait qu'à partir du moment où il en existe une infinité qui sont égales à une constante près. Donc voilà un résultat très intéressant, une condition suffisante très intéressante pour qu'une fonction admette des primitives sur un intervalle. Donc cette condition, évidemment, elle est malheureusement que suffisante, elle n'est pas nécessaire, mais c'est la condition suffisante à laquelle on va s'accrocher pendant tout le cours et pendant tous les calculs qu'on fera jusqu'à présent. Alors la démonstration, elle est admise, on verra la démonstration de ce théorème un petit peu plus tard dans l'année, au moment des vacances de printemps, mais pour l'instant, on va admettre ce résultat qui est clairement hors de portée pour le moment. On ne sait pas encore faire de l'analyse vraiment. Il faudra que passe le cours sur les fonctions continues, sur les fonctions dérivables, et la construction de l'intégrale, pour qu'on puisse démontrer un résultat de ce type-là en toute rigueur. Donc l'objectif maintenant va être de voir comment utiliser le tableau des dérivés, l'inverse du tableau des dérivés, c'est-à-dire le tableau des dérivés lu à l'envers, pour pouvoir calculer efficacement des primitives. Donc on va se concentrer, une fois que ces définitions et ces propriétés sont acquises, on va se concentrer sur l'exercice numéro 1 qu'on va corriger en détail. Commencez par le chercher de votre côté. L'exercice numéro 1 nous propose de déterminer les primitives d'un certain nombre de fonctions, il y a une dizaine de fonctions, où on vous demande de préciser leur ensemble de définitions et évidemment le calcul de ces primitives. Donc là, on va utiliser évidemment le théorème qui nous donne l'existence de primitives sous réserve de vérifier cette condition suffisante dont on dispose. Pour l'instant, c'est la continuité. Puis ensuite, on verra comment utiliser la lecture inversée du tableau des dérivés pour pouvoir déterminer efficacement une primitive pour une fonction. Alors déjà, on va regarder l'ensemble de continuité de la fonction f, c'est-à-dire l'ensemble des valeur de x pour lequel cette fonction est continue, puisque grâce à cet ensemble-là, on va pouvoir déterminer les intervalles sur lesquels on va pouvoir calculer nos primitives. Alors, l'ensemble de continuité de la fonction, on va l'appeler D. Alors, on a vu un certain nombre de propriétés sur les fonctions continues, notamment toutes les opérations sur les fonctions continues.
Donc ici, on a affaire à l'inverse de fonction continue, dont le dénominateur ne s'annule pas. Alors sur quel intervalle? Alors il y a déjà une première condition, c'est que la fonction logarithme on doit être sur son ensemble de continuité. L'ensemble de continuité de la fonction logarithme, c'est r plus étoile. Donc on a déjà une première condition, c'est que x soit strictement positif. Il faut également que le dénominateur ne s'annule pas, puisque x, elle est continue partout sur R. Or, le dénominateur s'annule quand x s'annule, mais c'est pas possible si x est strictement positif, et quand le log s'annule. Or, le log s'annule uniquement en 1. Donc la condition pour être continue comme l'inverse d'une fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas, c'est d'appartenir à cet ensemble. Cet ensemble, on peut constater qu'il est l'union de deux intervalles, l'union de l'intervalle 0, 1 et de l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qui veut donc dire que le calcul des primitives peut se faire sur soit l'intervalle 0, 1, ou alors sur l'intervalle i va être égal à 1 plus l'infini. Alors attention à ce ou qui n'a pas valeur de réunion, puisque je vous rappelle que la réunion de deux intervalles disjoints peut très bien ne pas être un intervalle. Ici c'est le cas, puisqu'il y aura un trou en 1. Donc cet ensemble-là n'est pas un intervalle, on va devoir donc se placer sur l'un de ces deux intervalles. Donc les primitives vont être calculées sur i. Alors on sait qu'à partir du moment où on en a une, il suffit d'ajouter une constante pour les obtenir toutes. Alors si vous regardez cette expression-là, elle fait apparaître d'une part la fonction logarithme et d'autre part sa dérivée, puisque la dérivée de l'expression ln de x, c'est 1 sur x. Donc ce qu'on a envie de poser ici, moi j'ai furieusement envie de poser, du coup u de x va être égal à ln de x, puisque je m'aperçois que u' de x va être égal à 1 sur x sur l'un ou l'autre des intervalles considérés. Ce qui veut donc dire que l'expression f de x va s'écrire sous quelle forme? Si vous réécrivez l'expression f de x, cette expression devient u' de x sur u de x au carré. Alors si vous regardez le tableau des dérivés usuels, on est tout de même pas très loin de la dérivée d'un quotient. Alors la dérivée de ce quotient-là, sous cette forme-là, ou plus exactement la dérivée de ce quotient-là, puisque moins u' sur u carré, c'est la dérivée de 1 sur u, donc une primitive de cette fonction-là peut être obtenue en considérant cette expression. Donc il ne nous reste plus qu'à faire apparaître l'élément qui nous manque, c'est-à-dire le facteur moins, donc moins u' de x sur u de x au carré. Donc pour obtenir une primitive de cette fonction, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à considérer moins l'expression de 1 sur u, moins l'expression de 1 sur ln de x. Ceci est donc une primitive de cette fonction par lecture inversée du tableau des dérivés. Si je dérive cette expression, je récupère ceci. Donc une primitive de cette expression, c'est cette expression-là. Comme on nous demande toutes les primitives de cette fonction, eh bien, il suffit d'ajouter une constante c, où c est un nombre réel indépendant de x, bien entendu, a priori quelconque. On vient donc, par ce biais, de déterminer toutes les primitives de la fonction f. Donc ces primitives, elles sont valables soit sur l'intervalle 0, 1, soit sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors passons au deuxième exemple, où là encore, on va chercher l'ensemble des points où cette fonction est continue. Donc ici, on peut le voir comme un produit de fonctions continues, la fonction logarithme et la fonction 1 sur x. La fonction 1 sur x est continue sur r plus étoile, union r moins étoile, mais la fonction logarithme, elle, n'est définie et continue que sur r plus étoile. Donc la condition ici, c'est que x soit un nombre réel strictement positif. L'ensemble de continuité de cette fonction, c'est donc r plus étoile, qui a le bon goût d'être un intervalle. Donc on est dans une situation plus simple que ce qui précède. Alors ici, encore une fois, on va apparaître une fonction ainsi que sa dérivée. Donc là, encore une fois, en posant u de x est égal à ln de x, on voit que cette expression fait apparaître la fonction et sa dérivée. Donc notre fonction f de x, elle s'écrit sous la forme u' de x fois u de x.
Alors on s'aperçoit qu'on n'est pas très loin de la dérivée d'une expression au carré. Bon, c'est l'expression qu'on voit ici. La dérivée de cette fonction-là par dérivée d'une composée, c'est la multiplication de u et de sa dérivée. Donc ceci va donc s'intégrer directement en 1 demi de u au carré. Donc 1 demi de ln de x au carré, auquel on rajoute une constante d'intégration c, où c appartient à R, pour obtenir toutes les primitives de notre fonction. Donc là, encore une fois, on peut reconstater a posteriori que si vous dérivez cette fonction, la dérivée d'une fonction constante est nulle, donc ce terme-là n'intervient pas dans le calcul de la dérivée. Ici, on a l'affaire à la dérivée d'une fonction composée, la composée de la fonction carrée et de la fonction log. Donc on sait qu'on applique la dérivée de la fonction carrée à ln de x, multipliée par la dérivée de ln. On récupère donc bien l'expression ln de x sur x. Donc voilà le calcul de cette primitive. Alors on continue, là on va récupérer comme ensemble de continuité le même ensemble que pour celui-ci, puisqu'on a exactement la même situation. Donc l'ensemble de définition et de continuité de cette fonction, c'est la réunion de l'intervalle 0,1 avec l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qui fait que sur ces intervalles-là, la fonction f est continue. Donc, sur l'intervalle i égale 0,1 ou sur l'intervalle i, donc ou sur l'intervalle i va être égal à 1 plus l'infini. On a le fait que la fonction f est continue. Bon, alors c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois, mais je l'ai jamais écrit, il faut quand même que je l'écrive. Hein. F est continue ici sur d, qui est un intervalle, et ici la fonction f est continue sur i. Donc on sait que la continuité est une condition de toute façon suffisante pour qu'il existe des primitives, donc on peut se lancer dans le calcul des primitives. Ici on est dans une situation analogue, je ne vais pas reposer u de x est égal à ln de x et u' est égal à u de x. Notre fonction, notre expression f de x s'écrit comme le quotient de u' et de u de x, et on sait que de telles expressions, c'est toujours la lecture du tableau des dérivées à l'envers. Une primitive de cette fonction-là, c'est l'expression ln de valeur absolue de u de x. Donc on récupère ici pour phi de x, ln de valeur absolue de u de x. Donc ln de valeur absolue de ln de x plus c, où c est une constante réelle. Alors là, on peut s'apercevoir que selon les intervalles sur lesquels on se place, on peut éliminer la valeur absolue. Donc on va être un petit peu plus précis. On va indiquer que sur l'intervalle 0,1, donc sur l'intervalle 0,1, comment s'écrivent ces primitives? Eh bien, les primitives vont s'écrire sous la forme ln de moins ln de x. Effectivement, sur l'intervalle 0,1, la fonction log, elle est à valeur strictement négative, donc sa valeur absolue, c'est son opposé, plus c. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, eh bien, sur cet intervalle, la fonction ln est strictement positive. Donc, lorsqu'on supprime les valeurs absolues, on récupère l'expression ln de x, puisque dans ce cas-là, le terme sous la valeur absolue est positif, et on sait que dans ce cas de figure, la valeur absolue est invariante. Donc voilà les trois premiers cas de l'exercice numéro 1 sur les calculs de primitives. La fonction suivante, c'est la fonction tangente. Alors on se rappelle que la définition de la fonction tangente, c'est le rapport de sinus x et de cosinus x. Donc il faut déjà rechercher les intervalles sur lesquels on va calculer des primitives. Notre théorème existentiel nous dit qu'une condition suffisante pour qu'une fonction admette une primitive sur un intervalle, c'est qu'elle y soit continue. Donc on va chercher l'ensemble, les intervalles sur lesquels la fonction tangente est continue. Alors elle va être continue comme quotient de fonction continue là où le dénominateur ne s'annule pas.
Donc on va tout de suite regarder où est-ce que le dénominateur s'annule. Le dénominateur s'annule là où le cosinus s'annule. Le cosinus il s'annule en pi sur 2 et en moins pi sur 2, les deux modulo de pi, donc en pi sur 2 modulo pi. Donc a priori, il va falloir considérer comme ensemble de continuité pour la fonction tangente l'ensemble des nombres réels privés de tous les nombres de la forme pi sur 2 plus kpi où k appartient à z. Alors évidemment, on a de loin pas affaire à un intervalle ici, puisqu'on a dans l'ensemble R une infinité de trous. Donc ce qu'il faut, c'est former des intervalles entre deux valeurs interdites consécutives. Eh bien, les intervalles qu'on va considérer, ça va être simplement les intervalles qui sont construits avec deux valeurs interdites consécutives, en l'occurrence pi sur 2 plus kpi. La valeur interdite suivante, on la trouve à une distance de pi. Donc on va récupérer des intervalles qui vont s'écrire sous cette forme-là, où ici k est un entier relatif. Donc on va être capable de calculer des primitives sur ces intervalles. Alors ici on a la primitive, on a calculé la primitive d'un quotient. Quand on a la primitive d'un quotient, on peut légitimement regarder si on n'a pas une expression de la forme u' sur u ou u' sur une puissance de alpha. Mais ici, on voit tout de suite qu'on a quelque chose de la forme u' sur u. Alors, pas tout à fait, mais on voit tout de suite que si je pose u de x va être égal à cosinus x, la dérivée de cette fonction cosinus, c'est moins sinus, peu importe l'intervalle sur lequel on se place. Et donc, on voit immédiatement que la fonction f, elle s'écrit comme le quotient de moins u' de x sur u de x, puisqu'il faut évidemment mettre un facteur moins sur sinus que l'on doit compenser, ce qui permet donc d'attester que sur l'intervalle ik, les primitives de notre fonction vont donc s'écrire moins ln de valeur absolue de cosinus x plus c, où a priori c est une constante réelle quelconque. Donc voilà la manière d'écrire toutes les primitives de la fonction tangente. Elles sont définies sur l'un des intervalles qu'on a pointé ci-dessus. Alors continuons maintenant avec cette fonction-là. Alors là, l'ensemble de continuité de cette fonction, c'est R tout entier, puisqu'il s'agit d'un produit de fonctions continues sur R. Donc on peut bien dire que f est une fonction qui est a priori continue sur tout l'ensemble R. Ici, on voit qu'on a affaire à une fonction élevée à une certaine puissance multipliée par quelque chose qui s'apparente à sa dérivée. Donc là, encore une fois, je vais poser u de x est égal à cosinus x. La dérivée, on l'a déjà calculé tout à l'heure, la dérivée de la fonction cosinus, c'est l'opposé de la fonction sinus, ce qui permet donc de dire que l'expression de f de x, eh bien ça va s'écrire comme moins, entre parenthèses, u' de x multiplié par u de x à la puissance 3. On sait qu'une telle fonction sans le moins s'intègre en u à la puissance 4 sur 4. Donc on peut bien affirmer que sur tout R, les primitives de cette fonction s'écrivent moins u de x à la puissance 4 multiplié par un quart, donc sur 4, plus c, où a priori c est un nombre réel quelconque. Voilà les primitives de cette fonction. Vous pouvez le vérifier, le cas échéant, qu'en dérivant ces fonctions, on récupère bien l'expression qui est ici. On voit qu'on a affaire à la dérivée d'une composée. En dérivant cette composée, on obtient bien l'expression de la fonction f. Alors, continuons. On arrive ici à cosinus de ln de x multiplié par 1 sur x. Là, encore une fois, il va falloir regarder l'ensemble de continuité de cette fonction. Cette fonction, elle est clairement continue sur R plus étoile comme composé et quotient de fonctions continues sur R plus étoile. Donc là, l'ensemble sur lequel on va se placer, c'est l'intervalle 0 ouvert
plus l'infini. Là, on reconnaît encore dans cette expression, même si ça sera légèrement plus délicat, ici la fonction u et ici la dérivée de u. Donc on va évidemment réécrire l'expression de f de x comme étant u' de x multiplié par cosinus de u de x. On reconnaît directement ici la dérivée d'une composée. Effectivement, c'est la dérivée de la composée de la fonction cosinus composée avec la fonction logarithme. Donc cette fonction-là va s'intégrer directement en, eh bien comme ici on a affaire à la fonction cosinus et que la dérivée, une primitive de la fonction cosinus, ça sera sinus. Donc on a affaire ici à la dérivée de sinus de ln de x, auquel je rajoute la traditionnelle constante d'intégration pour le calcul des primitives. Tout ça sur l'intervalle R plus étoile. Donc on voit qu'on a un parallèle direct avec cette fonction-là. Il suffit de trouver qui va jouer le rôle de la fonction u. Et bien pour ça, il suffit d'intégrer cosinus. Et quand on intègre cosinus, on obtient bien sinus. Donc on peut dire que toutes les primitives sur R plus étoile de la fonction f, ce sont les fonctions de cette forme-là. On peut d'ailleurs redériver de cette fonction pour s'en convaincre. Là, on a calculé la dérivée d'une somme et d'une composée. La dérivée de la constante était nulle, on se concentre donc sur le calcul de la dérivée de cette composée. On récupère la dérivée de sinus, donc cosinus évalué en ln, donc cosinus de ln de x, multiplié par la dérivée de ln de x. On a donc bien la dérivée de notre composé. Bon, continuons avec cette expression-là, qui est un quotient. Donc il faut déjà regarder les valeurs qui annulent a priori le dénominateur. Donc les deux fonctions étant continues, on cherche les x appartenant à R tels que x plus exponentielle x est égal à 0. On cherche s'ils existent. Alors cette fonction-là, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler a de x. Alors cette fonction est parfaitement définie et dérivable sur R comme somme de fonctions dérivables. Quand on calcule la dérivée de cette fonction, on obtient 1 plus exponentielle x, qui est une expression qui est strictement positive pour tout x appartenant à R. C'est ce qui fait de la fonction A une fonction qui est strictement croissante. La fonction A, elle croît strictement sur R. On peut donc dresser son tableau de variation. Donc son tableau de variation indique que notre fonction est strictement croissante sur R. Sa limite en moins l'infini n'est pas indéterminée puisque ce terme tend vers 0 et ce terme tend vers moins l'infini. Donc fonction qui tend vers moins l'infini. En plus l'infini, les deux termes tendent vers plus l'infini, donc la limite n'est toujours pas indéterminée. Donc voilà notre fonction petit a, pardon. Il s'agit de petit a. Donc on s'aperçoit que cette fonction petit a est continue sur R, elle prend des valeurs positives et elle prend des valeurs négatives. Étant strictement croissante, elle va s'annuler une seule fois en un élément alpha. Donc là on est dans l'application du théorème des valeurs intermédiaires, avec unique cas d'annulation, étant donné que la fonction elle est strictement croissante. Donc je répète les hypothèses, la continuité de A, le fait qu'elle prenne des valeurs positives et négatives, et le fait qu'elle soit strictement croissante, me permet d'assurer qu'il existe un unique alpha appartenant à R, tel que A de alpha est égal à 0. Moralité, eh bien, les intervalles sur lesquels on va pouvoir calculer des primitives de cette fonction, eh bien, ça sera l'intervalle moins l'infini alpha, où cette fonction est continue comme quotient de fonction continue, dont le dénominateur ne s'annule pas, et alpha plus l'infini pour les mêmes raisons. Là, on voit que les calculs qu'on a faits nous donnent directement le fait que l'expression de f est une expression de la forme A' sur A qui s'intègre en ln de valeur absolue de A. Donc on peut bien indiquer que les primitives de cette fonction s'écrivent ln de x plus
exponentielle x en valeur absolue, plus une constante d'intégration, c appartient à R. Alors cette fonction-là, elle prendra des valeurs positives sur l'intervalle alpha plus l'infini. Donc sur cet intervalle-là, les valeurs absolues, on peut les éliminer. Et sur l'autre intervalle, ce terme-là étant négatif, on obtiendrait ln de l'opposé du nombre qui est ici. Donc on peut donner les deux expressions selon qu'on travaille sur l'intervalle alpha plus l'infini ou sur l'intervalle moins l'infini alpha. Alors la valeur de alpha, on ne cherchera pas à la déterminer, on n'est pas capable de la déterminer directement, concrètement, mais on sait qu'elle existe en vertu du théorème des valeurs intermédiaires dont on a vérifié scrupuleusement toutes les hypothèses, continuité, stricte monotonie, ainsi que le fait de prendre des valeurs positives et négatives. La question 8, il faudra pour la traiter avancer un petit peu plus sur les fonctions usuelles, donc ça je la remets un petit peu plus tard. On va passer à la question 9, donc où il s'agit de déterminer une primitive de cette expression-là. Donc là, toujours en regardant le tableau de la lecture inverse des dérivés, là on voit que ce terme-là, il s'écrit sous la forme racine d'une fonction dont la dérivée à une constante près arrive à peu près ici. Donc il semblerait qu'on soit dans le cadre d'une expression de ce type-là. Alors essayons d'explorer un petit peu plus. Donc je vais poser pour me placer pile dans le cadre de ces fonctions. Alors j'ai oublié l'ensemble de continuité, pardon. Donc l'ensemble de continuité et l'ensemble de définition d'ailleurs par la même occasion, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que le nombre qui est sous la racine est positif ou nul. Ça, c'est l'ensemble de définition et de continuité. C'est-à-dire, écrit autrement, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x cube est supérieur ou égal à moins 1. Alors si on fait sommairement le graphe de la fonction cube, on a une fonction dont le graphe ressemble à quelque chose comme ça. Alors on sait que ça c'est une propriété des fonctions puissance, qu'elles passent toutes par le point de coordonnées 1, 1, mais cette fonction étant impaire, on récupère donc un antécédent pour moins 1. Un antécédent de moins 1, c'est moins 1. Comme cette fonction est strictement croissante, moins 1 ne peut être atteint qu'une seule fois avec moins 1, ce qui signifie donc que l'ensemble de définition, c'est donc un intervalle, et c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Or, sur cet ensemble, la fonction est continue comme produit et composé de fonctions continues. Donc on va travailler sur cet intervalle-là. Donc là, j'en reviens à ce que je disais à l'instant. Je vais poser u de x va être égal à x cube plus 1. Et donc mon expression f de x s'écrit, puisque u' de x s'écrit 3x carré. Ceci va donc s'écrire 3x carré facteur de racine de x cube plus 1 compensé par un tiers. Donc s'écrit un tiers de u' de x fois racine de u de x. S'écrit donc, pour coller vraiment au maximum à l'expression que l'on a ici, ça s'écrit donc un tiers de u' de x multiplié par u de x à la puissance 1/2. Donc on est exactement dans l'expression qui est ici, avec comme valeur de alpha 1/2, qui est bien un nombre qui est différent de 1. On peut donc dire directement que les primitives de f sur cet intervalle-là, elles s'écrivent donc sous la forme. Alors le 1 tiers, lui, on le laisse tel quel, puisqu'on sait que la dérivée de alpha fois f, c'est alpha fois f', donc le 1 tiers, on le laisse tel quel. Et là, on écrit notre primitive pour cette fonction-là. Il s'agit de u de x à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Alors ici, alpha plus 1, ça va être égal à 3/2. Donc on va récupérer du u de x à la puissance 3/2, le tout divisé par 3/2. C'est-à-dire, tout calcul fait, 2 multiplié par u de x, la fonction u de x, elle est ici. Donc x cube plus 1 à la puissance 3/2,
auquel je rajoute la constante d'intégration traditionnelle, où C est une constante réelle a priori quelconque. Voilà les primitives de notre fonction sur l'intervalle considéré. Donc là, on a affaire à la composer avec une fonction puissance. Alors enfin, le sinus de x à la puissance 4. Alors là, on est un petit peu plus embêté parce que aucune des expressions qui est ici ou dans le tableau des dérivés et des primitives visuelles n'apparaît. Bon, alors néanmoins, on va commencer par le début, savoir où est-ce que cette fonction est continue. Cette fonction-là est définie et continue sur R comme produit ou composé de fonctions définies et continues sur R, objet qui est bien un intervalle. Alors, on pourrait croire naïvement qu'on est dans le cadre d'une puissance, mais ce qui va nous manquer ici, c'est la dérivée de la fonction sinus pour pouvoir appliquer cette relation. Donc, cette relation-là n'est malheureusement pas applicable. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va linéariser cette expression, puisque si on ne sait pas bien dériver des puissances composées, on sait bien dériver des sommes et des combinaisons linéaires. Donc, on va revenir à ce qu'on a vu dans les nombres complexes pour linéariser, c'est-à-dire qu'on va utiliser la formule de l'air. Donc ceci, c'est exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i à la puissance 4. Comme 2i à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 4 fois i à la puissance 4, et que i est une racine quatrième de l'unité, on va récupérer donc 1 sur 2 à la puissance 4, ou 1 sur 16 si vous préférez, et le reste, on le développe avec la formule du binôme. Classiquement, quand on développe avec le binôme, on regarde les coefficients du développement de la puissance 4, qui sont situés à cette ligne sur le triangle de Pascal, donc 1, 4, 6, 4, 1. Donc on va retrouver ce terme à la puissance 4, avec pondéré par 1, donc exponentielle 4ix, moins, puisque celui-là va apparaître à la puissance 1, donc va faire sortir un moins. Donc moins 4 multiplié par lui à la puissance 3 et lui à la puissance 1, on va récupérer exponentielle 2ix, plus 6, puisque lui apparaît au carré et lui apparaît au carré, donc plus 6, moins lui apparaît à une puissance 3, lui à une puissance 5, donc le moins va sortir 4 exponentielle moins 2ix, et enfin, le petit dernier, ici, celui-là apparaît à la puissance 4, donc plus exponentielle, moins 4ix. Si on regroupe les termes extrêmes, on s'aperçoit qu'en regroupant ce terme-là avec ce terme-là, ce terme-là avec ce terme-là, on peut recomposer des fonctions circulaires. En l'occurrence, ces deux-là vont nous donner 2 cosinus de 4x. Ces deux-là vont nous donner moins 4 fois 2 cosinus de 2x, donc moins 8 cosinus de 2x. Et enfin, plus 6. Alors on peut simplifier les expressions obtenues, c'est plutôt un 16, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 4. Donc ça va me faire donc du 1 sur 8 cosinus de 4x, moins 1 demi de cosinus de 2x, plus 3 sur 8. Alors, comme la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, on a le même genre de fonctionnement avec les primitives, puisque comme on calcule une fonction dont la dérivée doit être égale à ça, il suffit de calculer une primitive de chacun de ces trois termes séparément. Donc on va calculer une telle primitive. Donc là, je mets mon facteur 1 sur 8, qui lui ne va pas changer, pour lequel on pourra utiliser la linéarité de la dérivation, et on calcule une primitive de cosinus de 4x. Alors là, il s'agit de la composer d'une fonction avec une fonction affine. Donc on avait vu que quand on dérive par rapport au paramètre x, une fonction dérivable composée avec une fonction affine, on avait vu que la dérivée, c'était a fois f' de ax plus b. Donc là, on est dans une situation un peu analogue où, si on multiplie cette expression par 1 sur a, comme la dérivée est linéaire
Donc cette constante-là, on peut le rentrer dans le symbole de la dérivation par linéarité. Et on récupère donc cette relation. Cette relation, elle va nous permettre d'intégrer ça directement, puisqu'on voit par exemple que cosinus de 4x, c'est la dérivée de sinus évaluée en 4x. La dérivée de sinus évaluée en 4x. Donc une primitive, ça va donc être 1/4 de sinus de 4x, en utilisant cette relation-là, et en écrivant ce terme-là comme une dérivée. De la même façon, là, je vais récupérer moins 1/2 de... Alors, cosinus de 2x, c'est la dérivée de sinus évaluée en 2x, donc ça s'intègre en 1/2 de sinus de 2x. Ici, il s'agit d'une fonction constante qui s'intègre en 3x plus 8 à une constante d'intégration près. Alors, on peut livrer un résultat un peu plus propre. On va récupérer donc 1 sur 32 sinus de 4x moins 1/4 de sinus de 2x plus 3x sur 8 plus c. Évidemment, cette primitive est valable sur R et la constante c est, comme à l'habitude, un nombre réel quelconque. Donc voilà comment on calcule de façon pratique une primitive. Donc il faut évidemment parfaitement connaître le tableau des dérivées usuelles, puisqu'on voit qu'on fait constamment référence à ce tableau. Le sens de la dérivation, c'est le sens que vous connaissez depuis la terminale, et le sens de l'intégration, c'est évidemment l'autre sens. Donc il faut être capable de lire les formules dans les deux sens pour pouvoir calculer dérivées et primitives facilement. Voilà pour cette première séance sur les primitives. Demain, on travaillera plutôt sur les calculs d'intégrales, mais qui vont refaire calculer des primitives à tir à l'arigot, puisqu'on va voir justement que le calcul d'une intégrale dépend du calcul d'une primitive de l'intégrante. Voilà, à demain.